Bonjour, eh bien on va reprendre là où on en était resté la dernière fois, c'est-à-dire que je vous expliquais comment Maxwell a découvert de manière purement théorique des ondes électromagnétiques qui doivent se propager à une vitesse de 300 000 km/s, vitesse qui coïncide avec la vitesse de la lumière. Voilà, d'où l'idée très rapide d'en déduire que la lumière est une onde électromagnétique en fait. La vraie nature de la lumière est une onde électromagnétique. Voilà, puis je vais vous expliquer qu'ensuite, à partir de l'électromagnétisme, des insuffisances des lois de l'électromagnétisme, on a débouché sur les théories de la relativité d'Einstein. Alors comment ça s'est produit ça historiquement? Mais il faut voir que dans les équations de Maxwell, il y a une incompatibilité de ces équations avec la mécanique de Newton. C'est-à-dire que la mécanique de Newton, on a dit au début, ça se résumait, ces équations, par sa relation fondamentale, qui dit que en fait, la vitesse de variation de la vitesse, c'est-à-dire l'accélération, c'est la force sur la masse. Voilà. Et Newton, il dit que cette loi elle est valable dans tous les repères galiléens, c'est-à-dire tous les référentiels inertiels. Voilà, bon, on suppose qu'un existe un, c'est un référentiel inertiel, et ensuite tous les autres découlent de ce premier parce qu'ils sont en mouvement rectiligne uniforme les uns par rapport aux autres. Voilà. Et notamment, donc ce qui compte là-dedans, c'est les variations de la vitesse. Et les variations de la vitesse, on les exprime dans un repère galiléen ou dans un autre, ça donne, c'est toujours la même chose, c'est les mêmes variations. C'est-à-dire que la vitesse pour Newton est une notion relative, hein, c'est la vitesse d'un objet par rapport à un autre. Voilà. Par contre, les variations de la vitesse, ça c'est quelque chose qui a un caractère plus absolu, qui est plus indépendant du repère choisi, alors que la vitesse dépend du repère choisi. Voilà. Ben, dans les équations de Maxwell, il y a un problème. Il y a un problème qui est de deux ordres, enfin surtout avec le champ magnétique. C'est qu'ici, vous voyez, comme source de champ, eh bien, on a J. Et J, je vous le rappelle, hein, J c'est, on le dit, hein, c'est la densité de charge mobile fois la vitesse des charges mobiles. Voilà. Et Maxwell, pour calculer J, il faut définir la vitesse des charges mobiles, mais en fait, le problème, c'est la vitesse par rapport à quoi? Voilà. Ça, on ne sait pas. Il ne le dit pas. Et il dit, c'est par rapport au repère du laboratoire, voilà, c'est la vitesse des charges par rapport au repère du laboratoire. Pareil, avec la loi de la force magnétique, hein, qui dit F égale QV vectoriel B. Là-dedans, il y a la vitesse de déplacement de la charge, mais pareil, vitesse de déplacement de la charge, mais par rapport à quoi? Voilà, la vitesse est une notion relative, c'est pas une notion absolue. Donc en fait, on ne sait pas trop. Et puis ensuite, quand il découvre ces ondes électromagnétiques, il dit la vitesse de propagation de ces ondes électromagnétiques, c'est 300 000 km/s, certes, mais par rapport à quoi? C'est quoi le repère de référence qui permet dans lequel ces ondes électromagnétiques vont se propager à cette vitesse-là? Voilà. Donc il y a un gros problème de savoir quel est le repère de référence dans lequel les équations de Maxwell sont vraies. Voilà. Et ce qui est assez troublant, c'est qu'on ne sait pas dire à quel endroit, à cette époque-là, à quel endroit donc ces lois d'électromagnétisme sont vraies, mais ça a l'air de marcher de partout. Alors que normalement, ça devrait être valable qu'à un seul endroit, enfin un seul repère particulier, voilà, qu'on va appeler le repère fixe absolu. On peut le dire comme ça. Alors, comment ça marche? Pour élucider ce mystère du repère absolu, on va les scientifiques de l'époque vont se souvenir que les ondes électromagnétiques doivent fonctionner comme les ondes sonores. Et pour les ondes sonores, on sait que ça se propage à 300 mètres par seconde, 330 mètres par seconde, mettons, une onde sonore. Et par contre, pour les ondes sonores, on sait parfaitement dire par rapport à quoi, par rapport à quel repère. Parce que les ondes sonores, elles ont un support de propagation qui s'appelle l'air. Voilà. Et en fait, les ondes sonores se propagent à 330 mètres par seconde dans un système, dans un lieu où l'air est immobile, c'est-à-dire où il n'y a pas de vent. Voilà. Donc actuellement, je parle dans cette pièce, il n'y a pas de vent. Eh bien, les sons qui s'échappent de ma bouche, ils partent à 330 mètres par seconde dans toutes les directions. Hein. Dans cette direction-là, dans celle-ci, celle-là, voilà, un peu moins derrière parce que je parle dans ce sens-là, mais enfin, voilà, dans toutes les directions, la vitesse du son est la même. Voilà. Par contre, si jamais je faisais ce cours dans un endroit où il y a du vent, c'est-à-dire, je sais pas, il y a un vent qui se déplace comme ça, ou comme ça, on va dire, voilà, il y a un vent qui se déplace comme ça, en permanence, eh bien, les sons qui s'échappent de ma bouche iraient plus vite dans ce sens-là, et moins vite dans ce sens-là, s'il devait remonter le vent. Voilà. Mettons qu'il y a un vent de 30 km/h, dans ce sens, le son de ma voix se propagerait non pas à 330 mètres par seconde, mais seulement à 300 mètres par seconde, alors qu'ici, ce serait 360 mètres par seconde. Voilà.
Donc en fait, une manière de savoir si moi, quand je parle, je suis fixe par rapport comment dire, au support de propagation des ondes sonores, c'est de faire des expériences de mesure de vitesse du son et de m'apercevoir que si je me déplace par rapport à ce support, je vais avoir des vitesses différentes selon les directions. Des vitesses de propagation du son différentes, alors que si je suis fixe par rapport à ce support de propagation des ondes sonores, j'aurai la même vitesse dans toutes les directions. Voilà. Donc les physiciens transposent ce raisonnement-là au cas des ondes électromagnétiques, et notamment la lumière. Et en fait, ils se lancent dans des expériences pour essayer de mesurer la vitesse de la lumière à un instant T, dans une pièce, dans toutes les directions. Voilà. Et donc, ils construisent un appareil très précis qui arrive à faire ça, et surtout qui est très précis pour mesurer les variations de vitesse de la lumière quand on change de direction. Voilà, donc ça s'appelle l'interféromètre de Michelson. On ne rentre pas dans les détails. Et ils font ça, et ils trouvent la même vitesse de la lumière dans toutes les directions. Ok, ils se disent, on a de la chance, on est dans le fameux repère absolu, celui dans lequel les équations de Maxwell sont justes, et qui est donc fixe par rapport au support de propagation des ondes électromagnétiques. Support de propagation des ondes électromagnétiques qu'ils appelaient même l'éther, ils avaient baptisé à l'époque, ils appelaient ça l'éther. Voilà. Et puis, donc il se dit, ok, on est fixe par rapport à l'éther au moment où on fait cette expérience, on va essayer de se mettre en mouvement par rapport à cet instant où on fait l'expérience et cet endroit-là. Et là, cette fois, on va sûrement mesurer des vitesses de lumière différentes selon les directions. Voilà. Et donc, par contre, comme la vitesse de la lumière va relativement vite, il fallait trouver le moyen de se déplacer assez vite pour avoir des variations de vitesse significatives, on va dire. Et donc, la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Voilà. Et puis à l'époque, les objets qui se déplaçaient le plus rapidement, c'était peut-être les trains, ça allait à 100 km/h. 100 km/h par rapport à 300 000 km par seconde, c'est trop petit pour qu'on puisse mesurer des écarts de vitesse de propagation pour la lumière. Et donc l'idée qu'ils ont eue, c'est pas de créer un train ultra rapide, c'est d'attendre 6 mois. Alors pourquoi ils ont attendu 6 mois ? Bien parce que en 6 mois, la Terre fait le tour du Soleil. Là il y a le Soleil, là il y a la Terre. Donc la Terre, elle va dans cette direction. Et si on attend 6 mois, elle fait un tour, et en fait elle va dans l'autre direction. Donc on se dit, si la Terre est fixe par rapport à l'éther, à un moment de l'année, quand on fait l'expérience, 6 mois plus tard, elle va aller dans l'autre sens. Voilà. Et quand la Terre elle se déplace assez vite, parce que sa vitesse de déplacement autour du Soleil, si on la calcule, c'est de l'ordre de 30 000 km par seconde. Donc 30 000 km par... Non, c'est peut-être pas 30 000, attendez. C'est quand même moins que ça, mais bon, c'est moins que ça. J'ai dit la Terre... C'est 30 km par seconde. Voilà. Mais bon, 30 km par seconde, c'est quand même une bonne vitesse. C'est quand même beaucoup plus rapide que n'importe quel train ou même que n'importe quel avion. Et là, ça commence à permettre, si on fait 300 000 km par seconde, plus ou moins 30 000 km par seconde, on est capable, avec l'interféromètre de Michelson, de le détecter. Donc là, ils refont les essais avec l'interféromètre de Michelson 6 mois plus tard. Et là, résultat d'expérience, c'est encore la même vitesse de la lumière pour toutes les directions de la pièce. Voilà, donc là, c'est une grosse énigme, une grosse interrogation. Et en fait, on ne sait pas dire vraiment dans quel repère les équations de Maxwell sont vraies. Et là, c'est là qu'arrive Einstein, voilà, et d'autres. Bon, il n'était pas tout seul, mais enfin, c'est lui qui a poussé le raisonnement le plus loin possible. Et Einstein, il va dire, moi, la vérité vraie, c'est qu'il n'y a pas d'éther, et que la vitesse de propagation de la lumière, c'est la même pour tous les observateurs, quel que soit leur mouvement, et donc ça sera la même dans toutes les directions, et quel que soit l'observateur. Voilà. Donc il va dire, moi je vais partir de ce principe-là, et je vais faire des expériences de pensée, voilà, et je vais voir ce que je peux en déduire. Okay. Alors les expériences de pensée d'Einstein sur le sujet, elles commencent à imaginer un train qui passe qui est dans une gare à une vitesse de 100 km/h par exemple, et puis quelqu'un qui est il y a quelqu'un qui est dans le train, et il y a quelqu'un qui est sur le quai de la gare. Voilà. Donc celui qui est sur le quai de la gare, on va dire, il est assis sur un banc, il est fixe. Voilà. Celui qui est dans le train, alors il a son train qui va à 100 km/h, et lui il marche dans le train, et il avance dans le train à une vitesse de 5 km/h. Voilà. Donc Einstein il fait sa première expérience de pensée, enfin toute simple. Il se dit, si le train va à 100 km/h et que le marcheur va à 5 km/h par rapport au train, eh bien l'observateur qui est sur le quai de la gare, assis sur le banc, lui, il voit le marcheur avancer à 105 km/h, la vitesse du train, plus la vitesse du marcheur. Voilà. Il se dit, bon, ok,
c'est ce qu'on a l'habitude de faire normalement. Et puis Einstein, il va faire la même chose en augmentant les vitesses. Il va dire, maintenant, le train, il ne va pas à 100 km/h, il va à 100 000 km par seconde. Donc c'est une expérience de pensée. Hein. Il n'y a pas de train qui va à cette vitesse-là, mais lui, il imagine. Et puis il se dit, et à l'intérieur du train, c'est pas un marcheur qui avance à 5 km/h, c'est quelqu'un qui joue avec une lampe torche, par exemple, et qui décide à un moment d'éclairer sa lampe torche et d'envoyer un rayon lumineux qui, dans le train, va donc avancer à 300 000 km par seconde. Voilà. Et la question qui se pose, c'est que voit l'observateur qui est sur le quai, assis sur le banc. Voilà. Est-ce qu'il voit un rayon lumineux qui va aller à 300 000 km par seconde, plus la vitesse du train qui est de 100 000 km par seconde, c'est-à-dire un rayon lumineux qui va dans cette direction à 400 000 km par seconde? Voilà, ça c'est ce qu'on pourrait penser s'il y avait un support de propagation pour les ondes électromagnétiques. Mais Einstein, là, il va répondre, il dit non, en fait, la vitesse de la lumière est la même pour tout le monde. Donc celui qui est dans le train qui envoie son rayon lumineux, il le voit partir à 300 000 km par seconde, et celui qui est sur le quai, il le voit aussi se déplacer ce rayon lumineux à 300 000 km par seconde. Voilà, c'est la même vitesse pour tout le monde. Voilà, puis que le rayon il aille dans le sens de la marche du train ou dans le sens inverse, c'est pareil, c'est 300 km par seconde pour tout le monde, 300 000 km par seconde, ça ne change pas. Voilà, alors en fait, quand il fait ça, ça se fait pas, ça a des conséquences. Et notamment, Einstein va modifier les formules de changement de repère quand on passe du repérage d'un objet dans le train au repérage d'un objet vu du quai. Voilà, que ce soit vu du train ou vu du quai, les équations de changement de repère vont être modifiées. Voilà, et notamment, donc il va trouver des équations de changement de repère qui ont le mérite de maintenir égale, enfin constante, la vitesse de la lumière, qu'on soit dans un repère ou dans l'autre, et ça quelle que soit la direction de la vitesse de la lumière. Par contre, petit inconvénient, ces équations ne conservent pas la vitesse d'écoulement du temps, et puis ça déforme aussi les distances. C'est-à-dire quand on passe d'un repère à l'autre, les distances sont modifiées et la vitesse d'écoulement du temps est modifiée. Voilà. Alors ces équations de changement de repère, ça s'appelle la transformée de Lorentz, voilà, pour ceux qui sont un peu curieux, qui peuvent aller voir, et dedans, le temps est modifié et les distances sont modifiées. Voilà. Mais par contre, la vitesse de la lumière est conservée. Voilà, alors à partir de là, il y aura des expériences de pensée qui montreront que, donc ce que vous avez peut-être vu dans les films de science-fiction, un voyageur qui part de la Terre, qui fait un grand voyage à des vitesses proches de celles de la lumière et qui revient sur Terre, pour lui, le temps se sera écoulé, dans son repère, le temps se sera écoulé moins vite que pour ceux qui sont restés sur Terre. Et il peut très bien se produire que la personne qui est partie faire son voyage a vieilli d'une semaine, pendant que ceux qui sont restés sur Terre ont vieilli de 10 ans. Voilà, ça c'est possible. Alors ça n'a jamais été mesuré sur des individus, mais c'est des expériences qu'on a menées et qu'on a vérifiées avec des horloges ultra précises embarquées dans des avions, ou avec des particules qui se déplacent très très rapidement, qui viennent du Soleil et qui normalement ont une durée de vie tellement courte que s'il n'y avait pas ce phénomène-là, elles seraient déjà mortes avant d'arriver sur Terre. Alors qu'on les observe parfaitement vivantes ou encore non désintégrées au moment où elles arrivent sur Terre. Ce qui prouve que, comme elles vont très vite, le temps s'écoule moins vite dans leur référentiel. Voilà. Alors, donc Einstein, il va faire plein de choses. Il va s'apercevoir que l'équation de Newton, qui décrit comment la force modifie la vitesse, elle ne peut pas être valable et dans le repère du train et dans le repère du quai. Donc ceci, il se dit, cette loi de Newton, elle ne peut plus être vraie en fait. Voilà. Pourquoi? Parce qu'avec ces nouvelles formules de changement de repère, quand on passe du quai au train, l'accélération est modifiée. Elle ne reste pas constante, c'est pas la même. Hein. L'accélération, quand on passe avec les transformations classiques, ça je peux l'écrire rapidement. Je vais ici. Normalement, la vitesse par rapport au train, par rapport au quai, voilà, c'est la vitesse du train plus la vitesse. Donc ça, c'est avec les lois de transformation classique.
de Galilée, dite de Galilée, de la vitesse de l'objet par rapport au train. Ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est, voilà, si le train va à 100 km/h et quelqu'un se déplace à 5 km/h dans le train, bien la vitesse du quai, ça sera 105 km/h. Ça, c'est voilà, les lois de transformation classiques, hein, pas celles d'Einstein ni de Lorentz. Et donc, quand on dérive cette expression par rapport au temps, voilà, je vais passer ça. Bien, je dérive ici et j'obtiens que la dérivée de la vitesse par rapport au quai, c'est égal à la dérivée de la vitesse par rapport au train, la vitesse du train, pardon, plus la dérivée de la vitesse par rapport au train, ou vue du train, si vous voulez. Voilà. Et en fait, comme le train a la vitesse constante, ben, la dérivée ou la vitesse de variation de la vitesse du train, ça vaut 0. Voilà. Donc là, vous voyez que ça soit vue du quai ou vue du train, l'accélération est la même. Hein, ces deux choses sont égales, puisque ça vaut 0. Et avec les nouvelles lois de transformation, ça c'est plus vrai. La loi de Newton est plus vraie. Voilà. Et donc Einstein, au début, va prendre le parti de dire ben, la loi de Newton, quand même, elle marche bien. Et je vais considérer qu'elle est vraie à condition que je sois dans un repère dans lequel les vitesses sont proches de 0. Voilà. Elles sont petites devant la vitesse de la lumière. Notamment si un objet qui fait un mouvement dans le train à faible vitesse, eh bien, il va considérer que les lois de Newton s'appliquent dans le train. Voilà. Et par contre, vu du quai, il va utiliser les fameuses transformations, il va en déduire la transformation, enfin la loi qui régit le changement de vitesse vu du quai. Et là, il va obtenir un truc un peu différent. Voilà. Alors cette loi de Newton, je vais la remettre sous une autre forme. Hein. La forme classique, c'est F égale M dV sur dt. Voilà, comme ça. Bien, Einstein, lui, va la modifier. Et en faisant ce raisonnement, il va en déduire que F n'est pas égal à m dv sur dt, mais à gamma cube m dv sur dt. Voilà. Et gamma, c'est un coefficient de correction. Voilà. Et puis alors cette formule, il va pouvoir aussi établir qu'elle va rester vraie de partout, même avec les transformations, les formules de changement de repère de Lorentz. Voilà, la transformée de Lorentz. Voilà, gamma c'est le coefficient de relativité, c'est quelque chose qui est égal à 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2. V2 c'est la vitesse de l'objet et C2 c'est la vitesse de la lumière. Voilà, donc c'est un coefficient, qu'est-ce qu'on peut voir? Si la vitesse est petite devant la vitesse de la lumière, si le V est petit devant C2, ce terme-là est tout petit, il est négligeable. Donc dans la racine de carré, ce terme disparaît, ça fait racine de 1, ça fait 1 sur 1, ça fait gamma égale 1. Et en fait, on retrouve la formule de Newton. Voilà. Par contre, dès qu'on a des vitesses qui se rapprochent de la vitesse de la lumière, hein, ce terme-là, s'il tend vers C2, ça fait C2 sur C2, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Et là, on voit que gamma, il tend vers l'infini quand la vitesse tend vers la vitesse de la lumière. Voilà. Donc au début, quand on est à des vitesses faibles devant la vitesse de la lumière, gamma, il vaut 1, et on retombe bien sur les lois de Newton. Par contre, quand on se rapproche de la vitesse de la lumière, les lois de Newton sont absolument plus vérifiées. Voilà. Einstein, aussi, on peut faire un peu des calculs. Et on peut modifier un peu ces lois-là, enfin, l'écriture de ces lois-là. Donc la loi de Newton, comme la masse est une constante dans la loi de Newton, eh bien on peut l'intégrer dans la dérivée. Voilà. Et quand on fait ça avec la loi d'Einstein, on essaye de tout compacter, de rentrer la masse et surtout le gamma dans la dérivée. Donc Einstein le fait et il obtient que la force, c'est d de gamma mv. Je l'efface parce qu'il me prend trop de place. D de gamma mv sur dt. Ok. Alors là, il va faire quelques premières découvertes avec ça, plusieurs choses. Déjà, il va dire, bon. Avec ça, il va dire si je mets une force constante sur un objet, d'accord, eh bien, au lieu que sa vitesse augmente indéfiniment, hein, comme on ferait avec la loi de Newton. Voilà, on a un objet comme ça, et puis on lui applique une force constante, et on regarde sa vitesse, comment elle évolue au cours du temps. Et si c'est un objet, si c'est la loi de Newton qui s'applique, eh bien on va obtenir une courbe comme ça, c'est-à-dire que la vitesse augmente tout le temps à la même vitesse, la même accélération, donc la vitesse de variation de la vitesse est constante, donc ça donne une courbe à pente constante, une droite. Alors, quand on fait ça avec les lois
d'Einstein avec celle-ci, notamment, donc je vous passe les calculs, mais comme le gamma a tendance à croître quand on se rapproche de la vitesse de la lumière, eh bien, ça va faire une courbe qui démarre exactement comme celle de Newton. Puis vraiment, elles vont se décrocher l'une de l'autre. Et puis la vitesse de l'objet, selon les lois d'Einstein, eh bien, elle plafonne et elle ne peut jamais dépasser une vitesse limite qui est la vitesse de la lumière. Voilà, même si on l'accélère avec une force constante en permanence. Voilà. Ok, donc quand Einstein va sortir sa théorie, peu de temps après, il y a des gens qui vont faire des expériences en accélérant des électrons et ils vont vérifier que la vitesse des électrons, au cours du temps, quand ils accélèrent, bien finalement, elle finit par plafonner à la vitesse de la lumière et ne pas suivre la loi de Newton. Voilà, donc ça sera vérifié expérimentalement aussi. Ok. Voilà. Alors dans les curiosités que va découvrir Einstein encore avec ces nouvelles lois, eh bien il va en découvrir quand il va réécrire le théorème de l'énergie cinétique. Alors pourquoi alors le théorème de l'énergie cinétique je vais effacer celle-ci, je la réécrirai quand j'en aurai besoin. Le théorème de l'énergie cinétique, ou plutôt, je sais pas, ici il y a une effacer. Je vais faire de la place parce que sinon je suis obligé d'effacer en permanence. Alors, le théorème de l'énergie cinétique, ça marche comment? Donc pareil, je vais vous passer les calculs, mais le principe est le suivant. Donc quand on est en loi de Newton, pour calculer l'énergie, on fait le travail des forces. Ça, je vous l'ai expliqué au semestre 1. Donc on fait F scalaire dl, comme ça. Voilà. Et puis si on applique la loi de Newton, et bien à la place de F ici, d'accord, on met mdv sur dt. Voilà. Le dl, on dit que c'est v fois dt. Et ensuite, on fait des calculs que je vous passe un peu sous silence, mais on voit que ça, c'est égal à la variation de 1,5 de mv2. Voilà. Voilà, bon, Voilà, bon, parce que les dt s'en vont, ça fait du v fois dv, enfin bon, voilà. Ceux qui savent faire du calcul différentiel, ils le verront rapidement. Voilà. Donc en fait, la quantité d'énergie qu'on appelle le travail des forces F scalaire dl, ça fait varier le 1,5 de mv2 d'un objet. Voilà. Et bien quand Einstein modifie la relation fondamentale de la dynamique, et bien il se dit ça c'est plus vrai, puisque là, il ne faut plus mettre mdv sur dt, mais il faut mettre un gamma mv, c'est-à-dire que Einstein il refait son calcul avec ses lois à lui. Et puis donc à la place de la force, il va mettre, je sais pas, il met d de gamma mv sur dt, que multiplie le dl, c'est la vitesse fois le temps. Voilà. Okay. Alors là, il fait des calculs un peu plus sophistiqués, parce qu'il y a du v dans le gamma, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mais vous allez me croire sur parole, il fait le calcul, voilà, et lui, il obtient que ça, c'est égal à la variation de gamma mc2. Donc ça correspond à une variation de la vitesse, puisque la vitesse est contenue dans le gamma. Là. Et voilà, et là il va faire une découverte, parce qu'il se dit, tiens c'est étonnant quand même, ce gamma m que j'ai ici, c'est celui que j'ai aussi ici, là, pour cette formule-là. Et ça c'est assez étonnant, parce que si ce gamma m, si je veux avoir une relation qui ressemble à celle-ci, ce gamma m, j'ai envie de l'appeler m', et en plus ça correspond à un comportement qui fait que, au fur et à mesure que les objets acquièrent de la vitesse, d'accord, gamma augmente, donc m' augmente. C'est comme si la masse des objets augmentait au fur et à mesure qu'ils acquièrent de la vitesse. Voilà. Et là, pareil, il décrit ça, il appelle m' aussi. Voilà. Et là aussi, il s'aperçoit que, en fait, quand les objets acquièrent de la vitesse, ça augmente la valeur de gamma, mais ça augmente aussi la valeur de leur masse ici. Voilà. Donc, comme C2 est une constante, il va écrire ça à la fin, F scalaire dl. Donc ça pour lui c'est de l'énergie, c'est du travail des forces et de l'énergie, et bien il dit que c'est égal à la variation de la masse, puisque pour lui la masse dépend de la vitesse dans ce cas-là, que multiplie c au carré, donc c au carré je le sors de la variation puisque c'est une constante, je peux le sortir. Voilà. Et il obtient que quand on donne de l'énergie à un objet sous forme de travail des forces, et bien sa masse va augmenter d'une quantité dm, ici, dm',
Voilà. Et la relation est directe, puisque en fait, pour savoir de combien augmente sa masse, eh bien, il suffit de prendre l'énergie divisée par C au carré. Voilà. Plutôt, l'augmentation de masse est telle que l'augmentation de masse fois C2 est égale à l'énergie qu'on lui a transmise. Voilà, c'est comme ça que ben, ça va l'inspirer vers une loi fondamentale de la physique, qui est la fameuse formule E égale mc2, que je pense que vous connaissez tous parce qu'elle est très célèbre. Voilà, donc c'est André Clément en termes d'énergie cinétique qui trouve ça, entre autres, on va dire. Et donc, eh bien, comme ça, il découvre ce qu'on a appelé après l'équivalence masse-énergie. C'est-à-dire, en fait, quand on donne de l'énergie à quelque chose, eh bien, sa masse augmente. Quand ce quelque chose perd d'énergie, sa masse diminue. Voilà. Et on s'apercevra en faisant des réactions à haute énergie, que sont les réactions nucléaires, qu'à chaque fois qu'il y a l'énergie produite, eh bien, la masse diminue, effectivement, exactement comme le prévoyaient les formules d'Einstein. Voilà. Et chaque fois qu'on fait qu'il y a l'énergie qui est donnée à un système, eh bien, sa masse augmente. Voilà. Alors pour vous donner une idée quand même de cette équivalence de masse-énergie, donc c'est énorme hein, parce que en fait, vous voyez, si je mets 1 gramme de matière ici, que je multiplie par la vitesse de la lumière au carré qui vaut un très grand nombre, hein, puisque c'est très rapide, eh bien j'obtiens une énergie phénoménale. Dans 1 gramme de matière, j'obtiens autant d'énergie que dans 2 368 000 litres de gasoil. 1 gramme de matière contient autant d'énergie que la combustion de plus de 2 millions de litres de gasoil. Et avec 1 gramme de matière, il y a assez d'énergie pour faire 34 millions de kilomètres à une voiture. Voilà. C'est pour vous dire l'énorme quantité d'énergie qui est contenue dans la matière. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Soleil, qui nous en rayonne énormément d'énergie, hein, eh bien, le Soleil, pour rayonner toute cette énergie, eh bien, il perd 4,4 millions de tonnes par seconde. Voilà. Donc il envoie tellement d'énergie autour de lui qu'il ne perd pas des grammes par seconde, mais c'est carrément des millions de tonnes de Soleil qui se consument et qui sont transformés en énergie et qui s'échappent du Soleil. Voilà. Et nous, au niveau de la Terre, bien, on n'en capte qu'une petite fraction de ça, puisque en fait, on est assez éloigné du Soleil. Quand même. Voilà, voilà. Donc, les équations de Maxwell, finalement, elles sont à l'origine de cette théorie de la relativité, qu'on va appeler la relativité restreinte. Donc, cette relativité, elle sera pas mal aboutie par Einstein en 1905, elle sera publiée en 1905. Voilà. Einstein fera une deuxième théorie qu'on va appeler la relativité générale en 1915. Et celle-ci, ça sera une théorie qui va corriger les lois de la gravitation de Newton, qui sont incompatibles avec la relativité restreinte. Donc il va corriger ça. Il va partir d'un principe qu'on appelle le principe d'équivalence. C'est-à-dire que Einstein il dit qu'on est incapable, si on est dans une pièce fermée, là, ou dans une fusée, et qu'il n'y a pas de hublot, eh bien on est incapable de faire la différence, de savoir si on est soumis à un champ gravitationnel, comme ici, dans la pièce où je suis attiré vers le sol, ou si simplement je suis plaqué au sol parce que je suis dans une fusée qui est en accélération permanente, avec un moteur qui l'accélère. Voilà. Donc ça va être l'équivalence entre la masse inertielle et la masse gravitationnelle. Alors, on peut en parler, ça, parce qu'en fait, la masse inertielle, c'est celle qui est impliquée dans la loi de Newton qui dit que la force égale la masse fois dv sur dt, où dv sur dt égale la force sur la masse. Ça, c'est la masse inertielle. Hein, c'est celle qui fait que les objets lourds, c'est plus difficile de modifier la vitesse des objets lourds que des objets légers. Et l'autre masse gravitationnelle, c'est celle qu'on a vu tout à l'heure, qui dit que la force gravitationnelle, c'est le champ G, créé par les autres masses autour, fois n. Voilà. Einstein était très étonné que ces deux masses soient complètement identiques. Voilà. Et donc, il écrira sa théorie de la relativité générale, qui est une théorie assez complexe, on va dire. Et il aboutira notamment, avant même d'avoir finalisé cette théorie, par des expériences de pensée, à des choses assez simples et vérifiables expérimentalement. C'est notamment que la vitesse d'écoulement du temps dépend de l'altitude, par exemple sur Terre, enfin de notre positionnement dans le champ gravitationnel. Si on est haut dans le champ gravitationnel, le temps s'écoule plus rapidement que si on est bas. Voilà. En gros, quelqu'un qui habite au sommet de l'Everest va vieillir un peu plus vite. Enfin, son temps va s'écouler un peu plus vite que celui qui vit au bord de la mer. Voilà. Alors ça ne sera pas, le champ gravitationnel terrestre étant un champ gravitationnel relativement faible, il n'y aura pas énormément d'écart, hein, parce que entre quelqu'un qui vit, j'ai fait des petits calculs là-dessus, voilà. Entre quelqu'un qui vit
au niveau de la mer et quelqu'un qui vivrait au sommet de l'Everest, au bout de 100 ans, eh bien, il y aurait un écart de vitesse, un écart de temps entre les deux de 3,1 millisecondes seulement. Donc c'est assez insignifiant. Voilà, pour que ce soit significatif, il faut des champs gravitationnels plus forts. Voilà. Ce qui pourrait se produire, ce qui se produit à proximité des grosses étoiles notamment. Voilà. Ok, voilà. Alors simplement aussi pour vous dire que ces histoires de changement de vitesse d'écoulement du temps, c'est quelque chose qui est quand même utilisé en physique, mais même qui est utilisé par le système GPS, parce que le système donc, qui permet de se repérer sur la Terre, là, parce que c'est fait avec des signaux qui sont envoyés par des satellites qui sont, je crois, à une altitude de 600 km. Et à 600 km, eh bien, si on ne mettait pas les corrections d'écoulement du temps d'Einstein, les précisions des GPS seraient nettement moindres que ce qu'elles sont actuellement. Voilà, voilà. Alors si on finit avec, je vous ai parlé sur des théories, finalement des théories de la physique. On a parlé de la première, donc c'est la mécanique classique de Newton. La deuxième, c'est les équations de Maxwell, l'électromagnétisme avec les équations de Maxwell. La troisième, c'est la relativité restreinte, celle dont on vient de parler, en 1905. En 1915, c'est la relativité générale. Et puis ensuite, une qui va s'élaborer encore un peu plus tard, je ne sais pas, 1920-1925, c'est la théorie de la mécanique quantique. Et la théorie de la mécanique quantique, donc Einstein est également à l'origine de cette théorie de la mécanique quantique. Voilà. Voilà, donc c'est une théorie qui s'intéresse au fonctionnement des atomes, c'est-à-dire de l'infiniment petit, voilà, et qui est un peu déroutante, bien plus que les théories de la relativité, par certains aspects, on va dire, notamment, par exemple, la lumière. La lumière, on avait dit que c'était une onde électromagnétique, et puis en fait en mécanique quantique, on s'aperçoit que par moment la lumière se comporte plus comme une particule, une pluie de particules, que comme une onde électromagnétique. Et finalement, dans cette théorie, il y a ce qu'on appelle la dualité onde-particule, c'est-à-dire que des fois la matière, on considère que la lumière se comporte comme une onde, des fois comme une particule, voilà, ou plutôt comme une particule qui est régie par une onde de probabilité. Voilà. Mais voilà, mais c'est assez déroutant. Et puis on s'aperçoit que c'est vrai pour la lumière, et les particules de lumière, donc on va appeler des photons. Et puis finalement, on va s'apercevoir que cette nature de la lumière, qui est à la fois onde et particule, eh bien, on la retrouve pour les électrons, pour les protons, pour les atomes, et finalement pour toute la matière. Voilà, voilà. Ok, ok, bon. Et bien là, donc ça, c'est la mécanique quantique, je dirais, c'est la cinquième grande théorie de l'histoire des sciences. Et puis après, il n'y a plus vraiment de nouvelles théories qui se soient vraiment imposées. Il y a des ébauches de théories, notamment pour essayer d'unifier la relativité avec les théories de la relativité, avec les théories de la mécanique quantique, puisque ces deux théories sont incompatibles. Voilà. Un peu comme à une époque, la mécanique classique de Newton était incompatible avec les lois de l'électromagnétisme. Eh bien, à l'heure où je vous parle, eh bien, il y a encore une incompatibilité entre la relativité et la mécanique quantique. Voilà, ben ça finit cette introduction, ça clôt cette introduction sur l'électromagnétisme et l'histoire des sciences de manière plus générale. Voilà. Je vais terminer quand même par vous dire ce que nous, on va utiliser de l'électromagnétisme dans le cours d'électrotechnique. Alors, on ne va pas tout utiliser. Voilà. Alors, je vais réécrire tout le résumé des formules d'électromagnétisme. Et puis on va voir ce qu'on utilisera et ce qu'on n'utilisera pas. Alors, je vous avais dit qu'il y avait en électromagnétisme, il y a deux forces. Il y a la force électrique, F égale QE. Voilà, bah celle-ci, on ne va pas l'étudier. Voilà, bon, parce que ça ne sert ni dans les moteurs. Ouais, enfin, c'est un peu vite dit ça, mais. Ouais. En fait, on ne va pas l'étudier précisément. À un moment, on aura une formule qui est basée un peu là-dessus, mais bon, on n'en parlera pas plus que ça. Voilà, c'est quelque chose. Donc, ce qui va avec, il y a le fait qu'il y a du champ électrique qui est créé par la répartition des charges dans l'espace. C'est ce qu'on écrit ici, là. Voilà, l'équation de Maxwell. Celle-là, on n'étudiera pas ça non plus. C'est les lois de l'électrostatique. Voilà, c'est intéressant si on veut savoir comment fonctionne un condensateur à l'intérieur. Ça, c'était donc la première équation de Maxwell avec la force électrique.
Par contre, ce qu'on utilisera, nous, c'est la force magnétique. Donc elle est un peu plus complexe celle-ci, mais on va l'utiliser parce que c'est cette force magnétique qui fait tourner les moteurs. Et dans un moteur électrique, pour avoir de la force magnétique, eh ben, non seulement il faut avoir des charges qui se déplacent dans des fils, mais il faut créer du champ magnétique. Et pour créer du champ magnétique, eh ben, on va utiliser l'équation de Maxwell qui dit comment on crée du champ magnétique, enfin les équations de Maxwell qui disent comment on crée du champ magnétique. Donc il y en a une il y en a deux en fait, il y a div de B égale 0 qu'on a vu. Ça donne, ça dit que le champ B n'est ni convergent ni divergent, on verra que ça peut être utile dans certaines circonstances. Et surtout, on utilisera celle-ci, rotationnelle de B égale mu0j. Alors vous ne la verrez pas comme ça, je vous donnerai quelque chose qui est équivalent qui s'appelle le théorème d'Ampère. Voilà. Et puis le terme, vous savez, le terme qu'on a rajouté là, epsilon mu0 dE sur dt là. Voilà, bah celui-là, on n'en parlera pas. Nous, on fera comme si c'était cette relation qui était vraie et pas celle-là. Voilà. Donc on utilisera de manière complète. Mais ça nous dira comment ça crée du champ magnétique quand on fait passer notamment du courant constant ou quasi constant dans des bobines de fil. Voilà. Et puis la dernière équation de Maxwell, celle qu'on a vue en dernier, ça c'était la 3, et ça c'est la 4. La 4. Alors on la verra sous une autre forme, je vous le dirai, mais c'est celle qui dit que on peut créer du champ électrique en faisant déplacer un aimant, ou plutôt en faisant varier le champ magnétique à proximité d'une spire. Voilà. Et bien celle-ci, on en aura besoin parce que en fait, les moteurs électriques peuvent être générateurs, hein, et pour savoir comment ils fonctionnent en générateur, eh bien c'est cette équation qui est valable, puisqu'ils deviennent, pour faire des générateurs électriques, en fait, on fait tourner un aimant à côté d'une bobine, donc on fait varier un champ magnétique à proximité d'une bobine, voilà, de fil. Et c'est cette équation qui dit comment on crée de l'électricité. Voilà. Et ça sera utile aussi pour les transformateurs, puisque dans un transformateur, c'est pareil, la tension électrique qui est créée dans le secondaire se fait par phénomène d'induction, ce phénomène-là. Voilà tout ce qu'on a au programme. Et donc, eh bien, on va commencer à rentrer dans les détails de tout ça, par peut-être cette équation-là. C'est-à-dire savoir comment le courant électrique, hein, qui est contenu dans ce vecteur densité de courant, puisque lui il décrit le mouvement des charges, et bien comment le courant électrique crée du champ magnétique. Voilà, on va regarder ça un petit peu en détail, on va commencer par ça. Voilà. Et bien à bientôt pour le premier exercice que je vous invite à chercher. Donc, vous ne pouvez pas le chercher puisqu'il faut d'abord, ou alors il faut aller dans votre poly et voir le théorème d'Ampère. Le théorème d'Ampère qui est équivalent à cette équation de Maxwell. Allez, ben moi je ferai ça dans une prochaine vidéo. De toute façon, ça fait déjà un bon contenu pour cette première heure de TD. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo.